Bonjour, bonjour à tous. Alors, avant de rapidement vous présenter notre intervenant, deux petites règles. N'oubliez pas d'éteindre vos micros parce que sinon on entend tout ce que vous dites derrière et c'est un petit peu désagréable pour la conversation. Mais je pense que vous avez l'habitude. Et aussi les caméras parce que comme on est très nombreux, parce que je vois là on va dépasser les 300 personnes, c'est bien aussi d'éteindre les caméras parce que sinon il y a un flux vidéo. La bande passante n'est pas assez large et du coup, il y a des ralentissements dans la caméra, ce qui est un petit peu désagréable. Mais vous connaissez déjà ces règles-là. Donc, je passe immédiatement à notre intervenant, dont je suis vraiment très fier de l'avoir, parce que ça fait longtemps que je voulais qu'il participe à Financière. Et puis, c'est une très bonne période, puisqu'on est quasiment à la fin de l'année, hein, on est déjà au mois de décembre. Et donc, c'est souvent une période où on parle beaucoup des perspectives et de l'année suivante parce qu'on n'est pas loin et c'est un exercice qui est toujours difficile de s'imaginer. Alors, naturellement, notre intervenant, comme vous le savez tous, ça, c'est Nicolas Bouzou. Alors, j'avais presque pas besoin de le présenter parce que tout le monde le connaît. Premièrement, c'est un homme de best-seller. Hein. Il a écrit des bouquins qui sont excessivement bien vendus et j'invite tous nos étudiants à aller regarder un peu sa biographie et sur l'intelligence artificielle et plein sur d'autres domaines. Euh, des choses très, très bien écrites. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à découvrir. Ensuite, on le voit souvent dans la presse, hein, à participer aux Échos, à l'Express, énormément au Figaro, énormément de journaux, bon, presque la totalité des journaux qui parlent beaucoup, entre autres, sur l'économie et sur la société. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on l'a vu naturellement très souvent à la télévision, que ce soit Canal+, ou sur la 5, sur les émissions économiques, où on a l'habitude d'inviter des grands économistes. Et donc, il fait partie souvent de ces invités-là. Et ce soir, nous avons la chance de l'inviter à notre tour et donc de l'avoir en face à face. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas. Ce que je propose, c'est que quand il aura fini un petit peu sa thématique, ses propos, vous connaissez un petit peu les règles, vous pourrez écrire des questions que j'essaierai de synthétiser afin de pouvoir poser à Nicolas Bouzou. Si on n'a pas le temps de faire toutes les questions, je pourrai lui poser ensuite en off et je reviendrai vers vous. Donc, merci Nicolas et je te passe la parole. Merci, merci beaucoup. Je suis ravi de passer ce début de soirée avec vous pour vous parler de l'avenir. Après cette année évidemment absolument extraordinaire au sens propre, hein, extraordinaire. Elle n'a pas été ordinaire. La crise est arrivée de façon extrêmement subite. On ne sait pas prévoir une crise sanitaire. Et l'année 2020 sera bien évidemment une année qui restera dans l'histoire. On en parlera encore dans 4 ou 5 siècles. Nous traversons, parce que ça n'est malheureusement pas fini, même si nous commençons à en voir le bout, mais nous traversons la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, hein, depuis la grippe espagnole de 1918, et la crise économique et sociale la plus forte depuis 80 ans, c'est-à-dire depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'année 2021 sera forcément meilleure que l'année 2020, mais pour bien que l'on puisse raisonner correctement sur l'avenir et ce que l'on peut attendre de cette année 2021 et même des années suivantes, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes et donc vous avez besoin et envie, je pense, d'avoir une vision sur ce qui peut se passer à l'horizon non pas seulement d'1 an, mais de 10 ans. Mais pour bien comprendre ça, il faut quand même, malgré tout, faire un retour en arrière. Et le point par lequel je voudrais commencer, c'est bien vous expliquer qu'il ne s'agit pas d'une crise économique, mais d'une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Alors, ce point-là est très important. Ça veut dire que nous sommes dans quelque chose qui est très différent de la crise de 2008 ou de la crise de 1929, hein. D'ailleurs, ces 2 crises, 2008 et 1929, avaient beaucoup en commun, puisque, au fond, c'était des crises bancaires et financières, donc des crises économiques, hein, avec de la récession, c'est-à-dire de la baisse d'activité économique, avec du chômage, de la pauvreté, mais une source qui était véritablement une source économique et même plus exactement financière.
Là, on n'est pas du tout là-dedans. Il n'y aurait pas eu de crise économique en 2020 s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été, dans le monde entier, submergés par la progression de ce virus, dont on a vu très tôt qu'il posait des problèmes sanitaires extrêmement, extrêmement graves. Moi, je me souviens, dès le mois de février, j'ai eu des réunions, notamment avec le ministre de l'économie, pour essayer de réfléchir à ce que la France allait faire pour protéger les entreprises et pour protéger les individus. Et dès le début, on a vu qu'on était parti pour une crise qui était extrêmement grave parce que ce virus est inconnu, parce qu'il est extrêmement contagieux, parce que le taux de létalité est très élevé. Alors quand je dis ça, les gens me disent à 0,5% de mortalité, c'est pas beaucoup. Mais si, c'est absolument énorme. C'est 10 fois plus que la grippe. Et si on vous disait montez dans un avion qui a 0,5% de chance de s'écraser, évidemment, personne ne monterait dans un avion, si vous voulez. Donc c'est un taux de létalité qui est très important. Et puis, c'est aussi une maladie qui peut laisser des séquelles. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on travaille de plus en plus, puisque vous avez des gens qui, depuis 6 mois, n'ont pas retrouvé le goût, par exemple, n'ont pas retrouvé l'odorat, ont toujours des épisodes de fatigue. Donc, évidemment, si on a pris toutes ces mesures, c'est qu'on n'avait pas le choix et aucun gouvernement n'a fait ça de gaieté de cœur. Et là encore, je me souviens des premières réunions que j'ai eues avec le gouvernement. L'atmosphère était extrêmement lourde, extrêmement grave, parce qu'on savait qu'on allait devoir prendre des décisions. Je me souviens notamment de l'épisode de la fermeture des écoles. On savait qu'on allait prendre des décisions qui auraient des conséquences absolument délétères. Mais vous voyez, au fond, tous les pays du monde ont pris à peu près le même type de décision. Et les pays qui n'ont pas pris de mesures, qui en ont pris très peu, c'est le cas de la Suède, hein, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, la Suède est dans une situation qui est absolument dramatique et bien plus dramatique que la France, parce que le pays n'a rien fait. Il a pensé qu'au fond, il suffisait de donner des consignes de bonne conduite aux gens et que les choses allaient bien se passer. Et malheureusement, non. Donc, une crise sanitaire qui nous oblige à réduire nos interactions physiques. Or, l'économie, elle est beaucoup basée sur les interactions physiques, parce qu'on va travailler dans une entreprise, on se voit, on va dans une banque, on se voit. Si on est client d'une banque, on va dans l'agence bancaire, on se voit, on va dans des commerces, on se voit, on est dans des restaurants, spectacles, etc., on se voit. Et donc, ce que cette crise a montré, au fond, alors on le savait, mais là, ça l'a montré, je dirais, de façon extrêmement concrète, c'est que l'économie reposait énormément sur des rencontres, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de déshumanisation de l'économie, mais on voit bien que non. On voit bien que quand on oblige l'économie à se déshumaniser, quand on nous oblige à avoir des échanges virtuels, les choses ne fonctionnent plus du tout et on a une baisse d'activité, une récession qui est extrêmement, extrêmement forte. Pour un pays comme la France, cette année, on aura une baisse d'activité de l'ordre de 9 à 10%. Alors, c'est un petit peu plus que la moyenne de l'Union européenne, hein, puisqu'en Europe, on aura moins 7, moins 8%. Donc, une récession un peu plus modérée que la France. Mais c'est tout simplement lié au fait, et donc il faut toujours revenir en fait à ce raisonnement. C'est lié au fait que la situation sanitaire, notamment, alors pas en ce moment, mais au printemps et un peu à la rentrée, a été bien plus mauvaise en France que dans beaucoup de pays. Donc, vous voyez, en fait, l'activité économique dans cette affaire, elle est directement corrélée à la crise sanitaire. Et on le voit bien quand on regarde les données conjoncturelles de l'économie, hein, quand on regarde les soldes d'opinion auprès des industriels, auprès des entreprises, on voit vraiment que l'activité économique, elle s'est dégradée très fortement au printemps. Elle a bien remonté durant l'été, hein, puisqu'on est remonté à des niveaux d'activité qui étaient à peu près 95% de l'activité normale. Et puis, ça a commencé à rebaisser à la rentrée et ça a à nouveau diminué, même si aujourd'hui, on est sur des niveaux d'activité qui sont de l'ordre de 10-15%
de moins que la normale. Hein. Alors ça, c'est vraiment le point de repère qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est la façon dont on mesure les choses cette année. En fait, quand on regarde l'activité économique, on se dit, par rapport à l'activité économique de ces 10 dernières années, donc tout secteur confondu, hein, y compris secteur public, quand vous regardez la totalité de l'économie, ben, on est à quelle distance de la moyenne de ces dernières années. Donc, vous voyez que on est aujourd'hui à 10-15% de moins. Au printemps, on était à 30-35% de moins. Cet été, on était à 5% de moins. Donc, l'écart par rapport à la moyenne varie en fonction de la situation sanitaire et en fonction des mesures de confinement. Mais les mesures de confinement, elles sont elles-mêmes directement liées à la situation sanitaire. Alors, ce que l'on voit en ce moment et qui est très intéressant, c'est que aucun pays n'arrive à se débarrasser du virus. Et donc, aucun pays n'arrive à retrouver une situation économique qui est normale. Même des pays, prenez un pays comme la Chine, qui maîtrisent bien la circulation du virus parce qu'ils prennent des mesures plus drastiques que nous parce que c'est une dictature, donc ce n'est pas souhaitable en soi. Mais bon, ils arrivent à prendre des mesures beaucoup plus strictes que ce que nous, on fait. Ben, même en Chine, on a une activité économique alors qui est en croissance, hein, donc ce n'est pas comme chez nous, mais qui est à peu près 2 fois moins dynamique que la croissance chinoise de ces dernières années. La croissance chinoise, en principe, c'est à peu près 6%, et là, on est à 3%, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'on n'est pas au rythme habituel. Et si vous regardez un pays très grand pays démocratique, asiatique, qui pour le coup avait bien maîtrisé la circulation du virus et donc plutôt bien protégé l'économie, remonte, la circulation du virus remonte, et donc la Corée du Sud est obligée de prendre des mesures restrictives, de fermer certaines écoles, de fermer certains commerces, de demander aux gens de faire du télétravail, de rester chez eux. Donc, on s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Alors, on va s'en sortir, mais aujourd'hui, ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est qu'il n'y a qu'une seule stratégie, et c'est ça, l'année 2021, puisque vous m'avez demandé de m'exprimer sur l'année 2021, ce qui va nous permettre en 2021, s'il n'y a pas une disparition miraculeuse du virus, mais bon, on ne peut pas compter là-dessus, ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est les vaccins, c'est la vaccination, parce que ça, c'est vraiment la formidable nouvelle de cette fin d'année, c'est le fait que nous avons des vaccins qui sont extrêmement efficaces, qui sont extrêmement sûrs, qui sont en train d'arriver. Donc, vous avez vu que certains pays ont commencé la campagne de vaccination. Hein. Le Royaume-Uni a commencé sa campagne de vaccination avant-hier. Le Canada et l'Arabie Saoudite vont commencer là, ces prochains jours. Les États-Unis aussi, sans doute. En Europe, on attend l'autorisation, mais on va l'avoir aussi. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on voit depuis plusieurs années une accélération de la mise au point des vaccins. Donc, le fait que ça aille de plus en plus vite, ce n'est pas lié à la crise du Covid-19. Hein, on voyait déjà ça. Mais là, il y a une accélération absolument fantastique parce qu'on a mis beaucoup d'argent, parce qu'on a eu des collaborations très fructueuses entre des entreprises, parce qu'on a eu énormément d'innovations, j'y reviendrai dans quelques instants, mais aussi parce que, alors, ça c'est une question qu'on me pose souvent, parce que je travaille beaucoup sur l'économie de la santé, et on me dit qu'on a eu des vaccins extrêmement aussi rapidement, est-ce que c'est pas louche au fond? Mais en fait, si on a des vaccins aussi rapidement pour le Covid-19, c'est parce qu'il y a énormément de gens malades dans le monde entier. Et donc, ça permet d'accélérer considérablement les tests qu'on fait sur les gens. Si vous prenez une maladie comme Ebola, on a trouvé un vaccin relativement rapidement, mais c'était difficile parce qu'il y avait assez peu de malades. Le virus du sida, là pour le coup, on n'a jamais trouvé de vaccin, on a trouvé des thérapies, mais pas de vaccin, mais c'était compliqué de faire des vaccins parce que, heureusement, pour une maladie aussi grave, le nombre de malades était relativement réduit. Là, aux États-Unis, par exemple, vous avez 200 000 malades par jour. Bon. Donc, c'est évidemment beaucoup plus facile de faire des tests. Et ce qui joue un rôle clé aussi en matière de vaccination,
Et là, on est au cœur de notre sujet, et au fond, on est au cœur du sujet économique dans cette affaire. Les sujets sanitaires et les sujets économiques ne sont pas du tout séparés. C'est que les vaccins dont vous entendez le plus parler, ceux qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire le vaccin Pfizer, BioNTech et le vaccin Moderna, ce sont des vaccins qui sont basés sur une innovation technologique. Et cette innovation technologique, au fond, c'est le séquençage du génome. Depuis 20 ans, on sait séquencer un génome. Alors, qu'est-ce que c'est un génome? Et peut-être que dans tout organisme, vous avez à la base de tout organisme une sorte de programme informatique qu'on appelle l'ADN. C'est ce qu'on a nous. On a chacun notre ADN. Vous avez votre ADN, j'ai mon ADN. Et mon ADN, donc, c'est le programme informatique qui stipule le fait que j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux marrons, j'ai la peau blanche, j'ai éventuellement certaines faiblesses, certaines forces. Voilà. Donc, l'ADN code un certain nombre de mes caractéristiques. Mais c'est vrai aussi d'un virus. C'est-à-dire qu'un virus, il a aussi un ADN. Et l'ADN, ce sont des milliards de données. Donc, pour comprendre comment est formé un ADN, il faut avoir des capacités de calcul absolument extraordinaires. Il faut avoir aussi la capacité de l'intégrer. Alfonso a évoqué le terme d'intelligence artificielle. Pour être capable d'interpréter un ADN, il faut non seulement avoir des capacités de calcul très importantes, parce que c'est des milliards et des milliards de données, ce qu'on appelle le big data, mais il faut aussi avoir des algorithmes qui sont capables de traiter ça. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ça, on ne l'avait pas il y a 10 ans. On l'a aujourd'hui. Donc, ce que l'on a pu faire avec ce virus, c'est séquencer son ADN extrêmement rapidement, en fait. Quasiment en début d'année 2020, on a séquencé l'ADN. Et à partir de ça, on a pu comprendre comment il fonctionnait et on a pu fabriquer un vaccin. Et donc, les vaccins Pfizer, BioNTech et le vaccin Moderna, à la base, ils sont nés de la compréhension du virus grâce au séquençage du génome du virus. Donc, c'est quelque chose qui est formidable, qui est absolument fascinant, qui est relativement nouveau. Et ce qui est très intéressant du point de vue économique, c'est que ces innovations, elles ne sont pas le fruit de vieilles entreprises. Elles sont plutôt le fruit d'entreprises récentes. Moderna, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, un tout petit peu plus, je crois, 11 ou 12 ans. L'entreprise a dû être créée en 2008. BioNTech, c'est une entreprise allemande qui a été créée il y a aussi une petite dizaine d'années. Donc, vous voyez que ces innovations, elles naissent en plus d'entreprises et de gens d'ailleurs qui sont des gens plutôt jeunes. Alors, en l'occurrence, BioNTech s'est associé à Pfizer, qui est une très grosse entreprise, et là pour le coup une très vieille entreprise américaine. C'est l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde pour bénéficier d'argent et pour pouvoir industrialiser plus facilement la production des vaccins. Mais vous n'avez pas de vieux laboratoire pharmaceutique qui, tout seul, a réussi à faire un vaccin innovant. Vous avez des laboratoires pharmaceutiques qui font des vaccins. Sanofi, qui est un très gros laboratoire pharmaceutique américain aussi, va en sortir un, je pense, au printemps, mais c'est un vaccin un peu plus traditionnel, je dirais, que les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech, qui sont d'une efficacité redoutable. Vous avez sans doute vu passer les chiffres. Ce sont des vaccins qui ont entre 90 et 95% d'efficacité. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ça va nous permettre de sortir de la crise en 2021. Alors, ça dépend bien évidemment de notre capacité à organiser des campagnes de vaccination, et puis ça dépend aussi du fait que les gens vont être d'accord pour se vacciner ou pas. Vous savez qu'en fonction des pays, vous avez de très grandes différences. Vous avez des pays dans lesquels les gens sont tout à fait prêts à se faire vacciner. C'est plutôt les pays émergents et les pays pauvres, parce que ce sont des pays dans lesquels il y a
plus de maladies et donc les gens sont très soucieux de bénéficier de vaccins. Dans les pays riches, c'est un petit peu plus compliqué. Et en France, c'est encore plus compliqué, puisque vous savez que la France est de tous les pays du monde, celui lequel les gens sont le plus réticents à l'idée de se faire vacciner. Donc, il va falloir convaincre nos compatriotes qu'il faut quand même y aller et que même si certains pensent que le vaccin présente un risque, le risque, il est toujours moins important que d'avoir le coronavirus, parce que ça, c'est un vrai risque pour le coup. Donc, il y a tout ce travail à faire. Mais vous voyez que ça peut nous donner quand même une vision un peu optimiste de l'année 2021. Alors, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se dire, une fois que la crise sanitaire sera passée, il n'y aura pas de crise économique et il n'y aura pas de crise sociale. Parce que, comme je vous le disais au début de mon intervention, c'est la crise économique la plus forte depuis 80 ans, depuis 1942. Donc, évidemment, elle va générer des faillites, du chômage, de la pauvreté. Ça a déjà commencé pour la pauvreté, notamment. Et évidemment, c'est comme une onde de choc. C'est comme quand vous avez un météorite qui tombe sur Terre, ça fait un cratère, mais un cratère qui est beaucoup plus large que le diamètre du météorite. Donc, c'est ça ce que l'on va vivre du point de vue économique et social. À partir du moment où vous avez une récession, vous avez une montée du chômage. Ça a un peu commencé en France. Alors, heureusement, on a abordé cette crise avec une situation sur le marché du travail qui était bonne en France, puisque le chômage diminuait rapidement. Les entreprises créaient beaucoup d'emplois. Donc, l'économie française était relativement forte quand la crise l'a frappée. Mais on va quand même avoir un taux de chômage qui, à mon avis, va, au bout de la crise, arriver à 10-11% de la population active. Donc quelque chose qui est beaucoup plus important que ce que l'on a connu ces dernières années. En termes de pauvreté, on voit déjà l'impact de la crise parce que vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas salariés, donc qui ne sont pas protégés par le chômage partiel. Évidemment, tout le monde n'est pas salarié, fonctionnaire ou retraité. Vous avez des personnes qui sont indépendantes, des micro-entrepreneurs, des petits commerçants. Et donc, eux, ils sont complètement frappés par la diminution des revenus et eux se retrouvent dans des situations de pauvreté de la même façon qu'un certain nombre d'étudiants qui arrivaient à financer leur loyer ou l'achat de leur nourriture par des petits boulots. Ces petits boulots, ils ont disparu, des boulots saisonniers par exemple, dans le tourisme ou dans la restauration, ceux-là, ils ont disparu avec la crise. Puis vous avez tous les gens aussi qui travaillaient au noir, au black, et ça, avec les confinements, ça a aussi disparu. Donc, ce que nous disent les associations, c'est qu'on a une hausse de gens qui vont recourir aux banques alimentaires qui est absolument colossale. On voit aussi qu'on a, selon les départements, 10 à 20% de plus de gens qui demandent le RSA, donc le revenu de solidarité active, qui aujourd'hui est réservé aux gens qui ne travaillent pas. Donc, ce phénomène de pauvreté, on commence vraiment à le voir. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que dès le début de la crise, et ça c'est quelque chose qui est important et qui nous protège, la France a quand même réussi à mettre en place des mesures de protection, de soutien et de protection qui sont absolument colossales et qui sont les plus ambitieuses au monde. Et ce qu'on a fait au début de la crise, c'est qu'on a notamment voulu protéger les entreprises et les salariés en se disant, le raisonnement intellectuel qui a sous-tendu, si vous voulez, ces mesures, ça a été de se dire, au fond, personne n'est responsable de l'arrivée de ce virus. Personne. C'est une catastrophe. Et donc, moralement et économiquement, il serait injuste et inefficace de laisser tomber les gens. Parce que, au fond, une entreprise, un restaurant par exemple, qui va fermer, il va fermer pour des raisons administratives, parce qu'on l'oblige à fermer, mais s'il fait faillite, c'est pas de sa faute, mais en plus, c'est pas efficace, parce que c'est même pas qu'il a été mal géré, c'est simplement qu'il y a une catastrophe qui lui tombe dessus.
Et donc, on s'est dit, il faut empêcher un maximum d'entreprises de faire faillite. Et il faut aussi protéger les gens, parce que si les entreprises licencient, alors même que on peut avoir une reprise de l'activité, on aura une reprise de l'activité une fois que le virus sera parti, c'est complètement idiot de faire exploser le chômage. Donc, on a mis en place deux grands dispositifs. Un dispositif de chômage partiel, ce qu'on appelle d'ailleurs l'activité partielle, parce que ce n'est pas du chômage. Le chômage, c'est un abus de langage, mais c'est un dispositif d'activité partielle, c'est-à-dire que les entreprises peuvent faire payer une partie des salaires, et même d'ailleurs pour les gens qui sont payés au SMIC, la totalité des salaires, par l'État. Donc ça, c'est le dispositif de chômage partiel, qui est quelque chose qui avait bien marché en Allemagne pendant la crise de 2008, ce qu'on appelle le Kurzarbeit, travail partiel, activité partielle, et donc on a mis en place en France de façon extrêmement offensive. Et puis, pour soutenir les entreprises, on s'est leur prêter de l'argent à des taux d'intérêt extrêmement faibles, parce qu'elles vont avoir des problèmes de trésorerie liés au fait qu'elles ont moins de chiffre d'affaires, parce qu'il y a moins d'activité économique, il y a une récession extrêmement forte. Donc, on va demander aux banques de leur prêter de l'argent. Et pour que les banques soient incitées à leur prêter de l'argent, on va dire aux banques, vous pourrez gagner un tout petit peu d'argent, mais si les entreprises ne vous remboursent pas, c'est l'État qui vous remboursera. Donc, on garantit les prêts. Et c'est ce qu'on a appelé les prêts garantis par l'État. Et donc, avec ces deux dispositifs, chômage partiel et prêts garantis par l'État, on a vraiment réussi à protéger beaucoup l'économie et les individus, puisque le chômage a augmenté, mais de façon relativement modérée. Quant aux faillites d'entreprises, elles sont en baisse. Par rapport à l'année dernière, on a 40% de faillites en moins cette année. Alors, c'est lié au fait que, en effet, les entreprises ont plein de liquidités grâce à ces prêts garantis par l'État, mais c'est évidemment pas quelque chose qui va durer, parce que ces prêts garantis par l'État, les entreprises devront quand même les rembourser, alors même que certaines d'entre elles, au mieux, auront une activité qui ne reviendra que progressivement. Et puis, même pendant cette période où elles n'ont pas de chiffre d'affaires, prenez un restaurant qui est fermé en ce moment, ce restaurant, il n'a pas du tout de chiffre d'affaires, ou très peu, un tout petit peu avec la livraison à domicile, mais ça va représenter 10 à 15% de son chiffre d'affaires classique. Alors, il a beaucoup d'aides de l'État, par exemple, il ne va pas payer de charges sociales, il va avoir des réductions d'impôts, il peut qu'on appelle un fonds de solidarité, donc votre restaurant, il va pouvoir récupérer au mieux 10 000 euros par mois, mais il a quand même des charges, si vous voulez, parce que il n'a peut-être pas mis tout le monde en chômage partiel, parce que pour les gens qui étaient payés au-dessus du SMIC, faut quand même payer un tout petit peu des salaires, même pour les gens qui sont en chômage partiel, parce qu'il a un loyer à payer, parce qu'il a des machines qu'il a achetées à rembourser, vous voyez, donc il a quand même encore des coûts. Et donc, lui, il peut avoir des problèmes pour rembourser ses prêts garantis par l'État ces prochaines années. Donc, même si on a eu raison de mettre en place ces mesures de protection, il est clair que les problèmes économiques vont durer au-delà de la crise sanitaire. Mais on va avoir une reprise. Si on se fait bien vacciner et si les vaccins, comme ça semble être le cas, sont efficaces et sûrs, on va sortir de cette crise, je pense, au printemps, les choses iront beaucoup mieux et dans un an, la crise sera terminée. Et là, on va avoir un rebond de l'économie qui sera très fort. Et ce rebond de l'économie qui sera très fort, en réalité, il est lié au fait que la consommation va repartir fortement. Elle va repartir fortement parce que même si le pouvoir d'achat, en moyenne, et pour certaines personnes, il diminue beaucoup, vous avez quand même beaucoup de personnes, à peu près 20% de la population, pour qui le taux d'épargne a explosé. Alors, le taux d'épargne, il a explosé pour ces 20% de la population, donc ces 20% de la population qui a les revenus les plus élevés, bien évidemment. Et pour eux, le taux d'épargne a explosé parce que leurs revenus ne baissent pas, parce qu'ils peuvent être salariés dans des boîtes qui fonctionnent bien, où ils bénéficient du chômage partiel, donc les revenus baissent très peu. Mais en revanche, ils ont beaucoup moins consommé cette année. Ils ne sont pas partis en vacances, ils ne vont pas au restaurant, ils vont moins dans les magasins. Donc, leur taux d'épargne, il a, alors qu'il était de 5 à 10% de leurs revenus en temps normal, là, cette année, il est de 20%.
Et donc, quand on va sortir de la crise, ces gens-là, ils auront accumulé beaucoup de liquidités. Et ces liquidités, elles vont aller sans doute dans la consommation, euh, d'autant plus que, et ça c'est ce qu'on voit historiquement après chaque crise, il y a une espèce d'instinct de vie qui revient très fortement. On voit ça après les guerres, on voit après les guerres ou les grandes épidémies que la fécondité explose, les gens font plein d'enfants, donc ça c'est génial, et la consommation explose. Parce que les gens, ils retournent dans les rues, ils retournent dans les commerces, ils retournent au restaurant, et ça, évidemment, ça fait repartir l'économie. Et puis, il y a un troisième facteur qui est un facteur plus structurel, mais auquel je crois beaucoup, c'est que je pense que les gains de productivité vont repartir. Et comme vous savez, les gains de productivité, c'est le principal facteur de croissance économique. Alors, ces gains de productivité, ils étaient assez faibles ces dernières années et ils ont même eu plutôt tendance à diminuer. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains économistes ont évoqué la période comme étant une période, je reprends les termes académiques, de longue stagnation. De long stagnation, pour ceux qui suivent un peu les débats économiques, c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé sous la plume des économistes. Beaucoup parlaient aussi de stagnation séculaire. En raison de la faiblesse des gains de productivité. Et les économistes ont mobilisé plusieurs arguments pour justifier la faiblesse de ces gains de productivité. Par exemple, le vieillissement de la population, le fait aussi que les entreprises n'investissent pas énormément, peut-être aussi une certaine déception par rapport à l'impact des innovations. Évidemment, le numérique, l'intelligence artificielle, les robots, les imprimantes 3D, ce sont des innovations importantes, mais certains économistes, finalement, se sont dit c'est quand même moins important, ça a moins d'impact en termes de productivité que le chemin de fer au 19e siècle, ou la voiture, ou l'électricité au début du 20e siècle, ou la chimie, ou la pharmacie, les grandes innovations pharmaceutiques, les antibiotiques, par exemple, un peu avant, ça a commencé un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et donc, il y avait cette idée de la stagnation séculaire. Moi, j'y ai jamais cru, en fait, parce que j'ai toujours pensé que les innovations comme le numérique, comme l'intelligence artificielle, comme les robots, ça allait finir par générer des gains de productivité à partir du moment où les entreprises, d'une part, allaient apprendre à les utiliser d'une part, et d'autre part, allaient les utiliser beaucoup. Et en fait, mon idée, c'est que, et ça me rend très optimiste sur l'avenir, mon idée, c'est que la crise du Covid, elle oblige les entreprises à utiliser ces innovations. Vous le voyez bien avec le numérique. Regardez là ce qu'on est en train de faire. Il y a un an ou un an et demi, on aurait fait une conférence physique. On se serait vu. Aujourd'hui, on fait une conférence via Zoom parce qu'on est devenu très à l'aise avec ce type d'outils. Alors, j'espère quand même qu'on pourra rapidement refaire des conférences en vrai parce que c'est quand même plus sympa. Mais vous voyez qu'en termes de gain de productivité, votre école, elle a incorporé le numérique à la faveur de cette crise. C'est le cas des entreprises aussi, qui se sont considérablement modernisées, qui pour permettre à leurs salariés de télétravailler, leur ont filé des tablettes, des ordinateurs, ont financé des connexions parfois chez les gens. Donc, on voit vraiment cette numérisation des entreprises. On voit que beaucoup d'entreprises aussi utilisent beaucoup plus d'intelligence artificielle. Les robots dans l'industrie, les achats de robots ont complètement explosé parce que la crise, elle oblige à ça. Et en plus, pour soutenir l'économie, vous avez beaucoup d'États qui ont aidé beaucoup les entreprises à se moderniser. Et c'est typiquement ce qu'on a fait en France. Vous savez qu'il y a des aides pour que les commerces passent au e-commerce. Il y a beaucoup d'aides aussi dans le plan de relance pour que les entreprises, justement, achètent des robots ou se numérisent ou achètent des imprimantes 3D. Donc, tout ça, c'est très présent dans le plan de relance, ce qu'on appelle le plan France Relance. Un plan, au fond, de moins de relance que de modernisation de l'économie, mais c'est quelque chose qui n'est pas idiot parce qu'on en avait besoin. Et donc, je pense qu'on va avoir une intégration beaucoup plus grande de ces innovations à partir de maintenant. Ça commence déjà et ça va monter en puissance ces prochaines années. Et ça va générer beaucoup de gains de productivité. Et d'ailleurs,
je pense que ces gains de productivité, ils vont peut-être nous amener quelque chose comme des nouvelles 30 glorieuses. Là aussi, quand je regarde un peu l'histoire économique, ou même beaucoup l'histoire économique, ce que j'ai fait dans plusieurs ouvrages, vous voyez que après chaque période de crise grave, que ce soit une guerre ou une épidémie, là encore, vous avez une période de renaissance. D'ailleurs, la renaissance en tant que telle, ça arrive après les grandes épidémies de peste. Après la Première Guerre mondiale, vous avez la Belle Époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les 30 glorieuses. Donc, vous avez ce mouvement de reprise économique fort. Ce mouvement de reprise économique, évidemment, il doit se faire dans le cadre de la transition écologique, de ce que Hubert Védrine appelle l'écologisation de la société. J'aime beaucoup le terme d'écologisation, je le préfère à celui d'écologie, parce que c'est un terme dynamique. Vous voyez, c'est la même différence qu'entre industrie et industrialisation. Industrie, c'est statique, c'est dynamique. C'est ce qu'explique Hubert Védrine. Et donc, nous allons vers une écologisation, et nous avons commencé, de notre système productif, parce que autant la crise du Covid-19, elle n'était pas prévisible, autant la crise climatique, c'est un processus qui est très prévisible, qui a commencé il y a longtemps et qui est en train de s'intensifier, et qui est notamment marqué par un réchauffement climatique que l'on voit dans toutes les données dont on dispose. Et donc, nous avons une obligation absolue, c'est de transformer nos processus de production pour faire en sorte que ce soit des processus de production moins polluants et en particulier, en priorité, des processus de production qui émettent beaucoup moins de CO2. Et ça nous oblige à mettre en place des politiques alors, de transition énergétique, hein, parce que c'est quand même la production d'électricité qui aujourd'hui est ce qui émet le plus de CO2 dans le monde. Et donc, nous devons aller vers des systèmes de production d'électricité qui n'émettent pas de CO2. Alors en France, nous, on est très vertueux parce qu'on a une énergie une énergie électrique qui est le nucléaire hein, pour l'essentiel et qui est la plus propre qui existe. Hein. Elle est beaucoup plus propre que les énergies renouvelables. Et donc, nous avons la chance d'avoir une production d'électricité décarbonée. Mais il faut la renforcer. Alors malheureusement, pour des raisons idéologiques, on a fermé des réacteurs nucléaires alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut au contraire continuer d'investir dans le nucléaire pour aller vers un nucléaire toujours plus sûr, toujours plus écologique. C'est ce qu'on appelle les réacteurs de la deuxième, troisième génération. Et on peut même aller jusqu'à la fission, jusqu'à la fusion nucléaire. Hein, aujourd'hui, l'électricité nucléaire, elle est faite à partir d'atomes que l'on fissure, que l'on sépare. Hein, c'est ça qui génère de l'énergie. Mais demain, on va aller vers ce que l'on appelle la fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'on fera fusionner des atomes, et ça fait énormément d'électricité, et en plus, ça ne fait pas de déchets. Donc ça, c'est un projet qui est absolument extraordinaire, et c'est ce qu'on fait un peu en France, dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Cadarache, avec un projet mondial qui s'appelle ITER. Donc, vous voyez que on peut faire de l'écologisation grâce à l'électricité décarbonée, grâce à l'économie circulaire, grâce à des circuits économiques un peu plus courts. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis très favorable à l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne hein, pour faire payer plus les produits qui ont une empreinte carbone importante et qui souvent viennent de loin. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on va vers un effondrement ou qu'on n'y arrive pas ou qu'il faut de la décroissance. Ce n'est pas vrai parce que déjà avant la crise, en France, on avait un peu plus de production de PIB chaque année et nos émissions carbone, elles diminuaient d'à peu près 1% par an. Donc en fait, on est déjà dans la bonne direction. Simplement, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc le problème, ce n'est pas un problème de décroissance, c'est un problème d'intensifier l'effort d'écologisation, mais cet effort, il a déjà commencé. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, avec tout l'argent qu'on a mis sur la table, avec la crise économique, donc moins de recettes sociales pour la sécurité sociale, et
puis, avec toutes les aides qu'on a mises en place et qui coûtent des dizaines de milliards d'euros, le chômage partiel, le soutien aux entreprises en difficulté, le plan de relance, est-ce qu'au fond, l'explosion de la dette publique que ça a générée ne va pas créer une immense crise financière? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, pas en 2021. On s'en reparlera dans 5 ou 10 ans. Mais pas en 2021, parce que dans notre malheur, on a quand même une chance, c'est que la crise du Covid se produit dans un contexte où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Ils sont extrêmement bas parce qu'il y a beaucoup d'épargne dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont désireux de prêter aux États parce qu'ils considèrent que c'est un investissement qui est sûr. Donc, vous avez plein de compagnies d'assurance, de banques, de fonds de pension, de fonds d'investissement divers et variés dans le monde qui veulent prêter aux États. Et ça, c'est la raison pour laquelle on réussit aujourd'hui à s'endetter, y compris la France, pour des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Ça veut dire aussi que non seulement on peut s'endetter, mais la charge de la dette, le paiement des intérêts de la dette, reste très bas parce qu'on nous demande des intérêts qui sont très faibles parce que la France est considérée, mais c'est vrai de tous les pays européens, c'est vrai des États-Unis aussi, alors un tout petit peu moins des États-Unis, mais c'est vrai de la France, du Portugal, de l'Allemagne, bien évidemment, de l'Espagne, un tout petit peu moins de l'Italie, mais on nous prête de l'argent à des taux qui sont extrêmement faibles. Et puis, la Banque centrale européenne nous aide considérablement parce qu'elle nous prête beaucoup d'argent. Alors, elle ne nous prête pas de l'argent directement, c'est-à-dire que, comme vous savez, quand un État comme l'État français émet une obligation, la Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter directement cette obligation. C'est interdit dans les traités européens, c'est interdit dans le traité de Lisbonne, mais en revanche, elle peut parfaitement racheter cette obligation une fois qu'elle a été souscrite par une banque. D'accord ? Et donc, le résultat de tout ça, c'est que 70% des émissions d'obligations des États de la zone euro aujourd'hui se retrouvent à l'actif de la Banque centrale européenne. Et quand vous regardez la totalité de la dette publique des pays de la zone euro, vous prenez tous les pays de la zone euro, vous regardez la somme de leur dette publique, et bien 30% de cette dette publique est aujourd'hui à l'actif de la Banque centrale européenne. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que ça ne nous coûte rien en termes de taux d'intérêt, parce que la Banque centrale européenne, elle nous appartient. Elle appartient aux États. Et donc, quand l'État français verse des taux d'intérêt à la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne les rend à l'État français. Donc, ça ne coûte absolument rien. Et en plus, ça évite toute spéculation, parce que ces obligations qui sont à l'actif de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne ne va pas les... Donc, je suis relativement serein sur la dette publique à court terme. Et moi, ce que je dis au gouvernement, c'est qu'il faut aider les entreprises, aider les gens à hauteur des besoins. On traverse une crise qui est exceptionnellement grave. Donc, ce n'est pas le moment de faire de l'austérité. On regardera les questions de finances publiques un peu plus tard, quand on sera sorti de la crise, et puis quand la reprise économique sera forte, qu'elle sera bien installée. Là, on pourra se poser ce type de questions, mais aujourd'hui, ça n'est pas le moment. Alors, si on regarde un petit peu plus loin que 2021, ce qui a consolidé cette crise, au fond, c'est les tensions entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas la démondialisation. Ça n'est pas la démondialisation ni la baisse du commerce international. Je sais qu'un certain nombre d'intellectuels en France ont considéré à tort d'ailleurs que cette crise venait de la mondialisation et que, au fond, beaucoup de pays allaient s'en rendre compte et qu'on allait démondialiser. Ça, c'est complètement faux parce que d'une part, les crises comme celles qu'on connaît ont toujours existé. Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nos chaînes de valeur étaient très fragilisées, parfois par le fait qu'on dépendait beaucoup d'un seul pays, en l'occurrence de la Chine. Je me souviens, la première réunion qu'on a eue avec le ministre de l'économie fin février
y a eu un exposé sur le secteur automobile qui a montré que la totalité des pédales de frein étaient produites par la Chine. Bon. Et que si on avait les usines de pédales de frein qui fermaient en Chine, on n'était plus capable de faire des voitures. Donc ça, évidemment, c'est un immense problème, mais c'est un problème de mauvaise gestion du risque, des chaînes de valeur. Je vous demande juste d'avoir la gentillesse de bien couper vos micros, parce que c'est très déconcentrant. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Mais il n'y a pas de démondialisation. Le plus grand accord de libre-échange de toute l'histoire du capitalisme a été signé autour de l'Asie, de la Chine, il y a 15 jours. Donc, en termes de démondialisation, on fait mieux. Je voudrais terminer mon exposé, avant de passer aux échanges avec vous, sur un point qui est un point positif. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des jeunes et vous avez peut-être le sentiment d'une génération sacrifiée. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein, l'idée selon laquelle, au fond, avec cette crise, eh bien, on aurait excessivement protégé les gens les plus fragiles, qui sont les gens les plus âgés, et on aurait sacrifié les jeunes parce que on leur aurait demandé de rester chez eux, parce qu'il y a eu parfois des interruptions dans la scolarité, parce que le chômage augmente, et donc il est plus difficile de trouver un job quand on arrive sur le marché du travail cette année, c'est plus difficile de trouver des stages, etc. Bon. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. D'une part, les jeunes sont moins vulnérables par rapport à cette économie que les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable aux jeunes. Mais surtout, je crois que par rapport à cette épidémie, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour protéger les gens, on fait ce qu'il faut pour protéger les jeunes. Regardez dans le domaine de l'apprentissage et de l'alternance, les aides en France sont tellement massives qu'en réalité, on va plutôt avoir une bonne année en matière d'apprentissage et d'alternance. Et d'ailleurs, il faudra du coup pérenniser les dispositifs qui ont été mis en place parce qu'ils sont très efficaces. Mais je crois que tout ce qu'on est en train de faire, je vous le disais il y a quelques instants, en matière d'investissement dans le numérique, dans la robotisation, mais aussi en matière de réindustrialisation, en matière, là aussi j'en parlais il y a quelques instants, de meilleure gestion de nos chaînes de valeur, en matière d'écologie, en matière d'urbanisme. Tous ces investissements, en fait, ils sont extraordinaires. Ils vont porter leurs fruits. Dans le plan France Relance, par exemple, il y a la rénovation d'un plan extraordinaire de rénovation des bâtiments publics et privés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on aurait dû faire avant, mais qu'on fait parce qu'il y a la crise. C'est cette crise qui est un élément déclencheur. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, ça va porter ses fruits. Et donc, je suis très optimiste. Si je me projette à 10 ou 15 ans, je pense que si on arrive à bien gérer cette sortie de crise, on va vraiment avoir une ère de prospérité et de bien-être qui sera extraordinaire, un peu comme on l'a connu pendant les 30 Glorieuses. Mais il est clair qu'il faut tirer les leçons de la crise. Il ne faut pas revenir à avant. Il faut se dire, qu'est-ce que cette crise, elle révèle et qu'est-ce qu'elle doit nous pousser à changer ou à améliorer. C'est typiquement ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est dit, cette guerre mondiale, elle est liée au fait que pas de grande institution multilatérale pour prévenir les conflits. Et donc, on a créé l'ONU, on a créé les grandes institutions comme la Banque mondiale, le FMI, pour soutenir les économies les plus faibles et pas faire ce qu'on avait fait après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire humilier l'Allemagne avec le traité de Versailles. On s'est dit il faut faire de grandes institutions multilatérales. Et ça a permis de bien réguler la géopolitique mondiale. Alors aujourd'hui, ces institutions, elles sont un peu en recul, mais elles ont été formidablement efficaces. Donc il faut qu'on fasse pareil aujourd'hui. Le fait que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris sur le climat, c'est quelque chose qui est formidable. Le fait que les États-Unis nous disent qu'ils veulent réinvestir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose qui est aussi formidable. Vous voyez, donc, je suis vraiment optimiste. Il faut être lucide. On traverse une crise aujourd'hui qui est très grave, qui va avoir des ondes de choc, hein, donc il va falloir aider les gens qui ont plus. Ça, c'est très clair. Donc, il va y avoir un effort de solidarité à consentir. Je pense que si on est sérieux, notamment avec la vaccination, si on est sérieux, cette crise, on va en sortir dès l'année 2021.
Et si on est sérieux et intelligent, si on tire les leçons de cette crise pour améliorer la mondialisation, pour améliorer nos systèmes de santé, pour améliorer le management dans les entreprises, eh bien, je pense qu'on peut avoir un futur et que vous, les plus jeunes, vous pouvez avoir un futur qui sera absolument extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut maintenant passer, si vous le souhaitez, aux échanges. Merci, beaucoup Nicolas, et surtout de finir sur une note optimiste, parce que je pense qu'il faut il faut le rester. Voilà. Alors, on va passer aux questions. Alors, je vais me permettre, même si c'est pour l'invité, de répondre à la première, parce qu'elle est un peu polémique. La première question, c'est comment expliquez-vous que les plus grands virologues et épidémiologistes français sont tous réticents au vaccin anti-Covid? Alors, bon, premièrement, ils ne sont pas tous réticents. Hein. Il y en a qui sont réticents, et puis des grands. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans la recherche, et je pense que ce qu'on vient de découvrir, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, d'ailleurs, d'autant plus, certains ne sont pas opposés au vaccin. Certains trouvent tout simplement, des fois, qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin. Certains trouvent qu'il y a des vaccins différents qui vont arriver et qu'il faut peut-être adapter les vaccins au type de personnes. Il y a des personnes qui sont allergiques, d'autres qui ont certaines maladies ou autres. Donc voilà, et c'est normal que chez des professeurs et des chercheurs, tout le monde n'est pas d'accord. D'ailleurs, Nicolas le sait bien, chez les économistes, c'est pareil. Et je l'ai vu à la télé souvent faire des débats. Et heureusement que tout le monde n'est pas sur la même ligne et toujours d'accord sur tous les points de vue. Alors, Nicolas finit par une touche optimiste. On a beaucoup d'économistes qui ne le sont pas. Donc voilà, et c'est ça ce qui fait le débat et ce qui fait aussi s'enrichir. Donc je pense que c'est important de ne pas avoir qu'un seul débat, une seule ligne conductrice, mais de laisser s'exprimer tout le monde. Et si certains grands épidémiologistes ont plutôt un avis négatif sur le vaccin, pourquoi pas qu'ils puissent s'exprimer et donner ses idées, voilà. Mais on ne peut pas affirmer qu'ils sont tous contre. Il y a un débat, il y a des discussions. Nicolas en a parlé justement en France, il y a des craintes, j'irais il y a des craintes sur le vaccin. Je pense que c'est normal de se poser aussi des questions. C'est normal aussi d'avoir peur, mais on a la chance d'être dans un pays de liberté, un pays où chacun peut s'exprimer. Et je pense qu'il faut respecter les différentes expressions et points de vue de chacun et prendre en compte aussi la population qui a peur. Et ça me semble normal. Voilà. Tu m'autorises à dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. C'est un sujet qui est très important et qui est très intéressant. Alors déjà, non, en effet, la plupart sont pro-vaccin. Hein. Il y en a quelques-uns qui, en effet, disent qu'on n'a pas assez de recul, que ce sont des techniques nouvelles. Mais on a des autorités de contrôle sanitaire en Europe plus strictes au monde, donc qui sont en train de regarder ça de très près. Mais au-delà de ça, déjà, ce vaccin, il est facultatif, donc il n'y a évidemment pas d'obligation, donc chacun fait comme il veut. Mais moi, je peux vous dire que je me ferai vacciner le plus vite possible. Pas pour moi, parce que je ne fais pas partie des populations à risque, mais parce que je considère que tout le monde doit faire quelque chose pour sortir de la crise. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on demandait aux gens, c'était par exemple de cacher des juifs, voire d'aller dans la résistance. Ce qui était un acte héroïque. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Je pense qu'on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas en situation. Je n'en sais rien. Là, ce qu'on demande aux gens, c'est de se faire vacciner. Ça, honnêtement, je pense qu'on peut le faire. Et en ce qui me concerne, même si ça présente un risque, je le ferai. Et je terminerai sur cette remarque de Barack Obama ce week-end, quand on lui a demandé s'il se méfiait du vaccin. Il a dit « Je me méfie surtout du virus ». Très bien. Alors, j'ai aussi des questions qui arrivent en privé, donc je les synthétise un petit peu. Et donc, on a quelques questions sur l'inflation. Donc, effectivement, certains nous expliquent qu'il y a le taux d'épargne qui a très, très fortement augmenté. Ouais. Il y a ce confinement. Quel est ton point de vue sur le taux d'inflation suite à cette crise dans les années à venir?
Bon, alors, c'est une excellente question. En théorie, on devrait avoir de l'inflation parce que quand on met en place des politiques monétaires extrêmement expansionnistes, ce que l'on fait donc, hein, puisque quand la Banque centrale européenne achète une obligation d'un État de la zone euro, elle l'achète avec de l'argent qu'elle crée, ce qu'on appelle la base monétaire. La base monétaire, c'est le bilan de la Banque centrale, hein, d'accord? Donc, plus elle achète d'obligations, plus sa base monétaire augmente. Cet argent, il va aux banques, elles peuvent le reprêter et ça fait de la masse monétaire. Donc, en théorie, c'est inflationniste. Ce qu'on voit quand même, et ce qu'on avait vu après la crise de 2008, où on avait aussi mis en place des politiques très expansionnistes, c'est que, au fond, ça faisait pas beaucoup d'inflation. Ça faisait pas beaucoup d'inflation parce que on est dans une économie qui est mondialisée, avec beaucoup de pays qui sont en concurrence. Donc, la concurrence, elle tire plutôt les prix vers le bas. Et puis, il y a des secteurs dans lesquels il y a du progrès technique. Donc, là aussi, ça tire plus vers le bas. Bon. Aujourd'hui, on ne voit pas d'inflation, très clairement. On voit de l'inflation sur les actifs, sur l'immobilier, sur les actions, etc. Mais les prix des biens à la consommation, on ne voit pas beaucoup d'inflation. Mais à moyen terme, je me méfierais quand même. Voilà. Je ne serais pas prêt à parier que l'inflation a complètement disparu. Parce que la compétition avec les pays émergents, elle est un peu moins forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. Tout simplement parce que les salaires, ils augmentent rapidement dans les pays émergents. En Chine, sur la côte est de la Chine, prenez une ville comme Shenzhen, c'était une ville où les gens mouraient de faim il y a 20 ans. C'est l'une des villes les plus riches aujourd'hui en Chine, hein. Donc, les salaires, ils ont très fortement augmenté. Donc, la concurrence, elle est moins forte. Vous allez avoir aussi quand même beaucoup de gens qui vont partir en retraite dans le monde ces prochaines années. Donc, une offre de travail qui sera un peu plus faible. Donc, sans doute des tensions sur le marché du travail. Et puis, quand même, toutes ces liquidités qui vont peu à peu se déverser dans l'économie réelle. Donc, si je me projette à l'horizon de 5 ou 10 ans, je pense quand même que le risque inflationniste, il existe. Voilà. Il n'est pas dément. Je ne pense pas du tout qu'on risque de l'hyperinflation, mais on peut parfaitement avoir une inflation qui reparte sur des taux de 5-6%, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose qu'on n'a quand même pas vu depuis très, très longtemps dans le cas de la France. Alors, j'ai une autre question, d'ailleurs, qui avait été posée à Luc Ferry, puisqu'il est intervenu chez Financia il y a pas longtemps, qui reprend un peu la théorie, entre autres, de Schumpeter. Et donc, un de nos étudiants nous demande si, suite à cette crise, on est dans un process classique de destruction créatrice, en sachant que pour l'instant, les entreprises sont un peu en perfusion. Et donc, justement, cette création destructrice, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter? Est-ce qu'on est dans cette théorie-là? Oui, complètement, bien sûr. Alors, c'est toute la dynamique de l'innovation dont j'ai parlé. C'est-à-dire que le fait qu'on ait une économie qui soit transformée par le numérique, par l'intelligence artificielle, par les robots, par le e-commerce, par l'économie circulaire aussi, si on parle d'écologie, tout ceci, ce sont des processus de destruction créatrice. Je pourrais multiplier les exemples. Quand vous fermez en France, par exemple, on va fermer des centrales à charbon pour développer les éoliennes. Là, on est typiquement dans quelque chose qui est du domaine de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il faut former les gens qui travaillaient dans le charbon pour aller les faire travailler dans les énergies renouvelables ou ailleurs. Donc là, on est typiquement là-dedans. Quand vous avez le click and collect ou le e-commerce qui se développe, ça veut dire que la taille moyenne des magasins, elle va se réduire, donc on aura besoin de moins de gens dans les magasins, mais en revanche, le secteur de la logistique, il va grandir, donc on aura besoin de plus de gens qui travaillent dans le transport, dans les entrepôts, de manutentionnaires, etc. J'évoquais la robotisation dans les usines. La robotisation dans les usines, on sait que c'est très bon pour l'économie et que c'est plutôt bon pour l'emploi, mais ce n'est pas les mêmes emplois. C'est moins d'emplois ouvriers et plus d'emplois de services, de maintenance, de réparation, vous voyez, de logistique aussi. Parce qu'avec les robots, on fabrique plus de marchandises, il faut les sortir des usines, etc. Donc oui, on est bien dans un process de destruction créatrice, sachant néanmoins que cette destruction créatrice, elle est un peu freinée en ce moment
tu en parlais, par le soutien massif aux entreprises. Parce que le soutien massif aux entreprises, il génère ce que l'on appelle des entreprises zombies. Alors, les entreprises zombies, c'est des entreprises qui survivent uniquement grâce aux facilités financières qu'on leur fait. Hein. Ça peut être des subventions, mais ça peut être aussi des emprunts à des taux nuls ou extrêmement faibles. Et le propre de ces entreprises zombies, c'est qu'elles survivent et donc elles n'innovent pas. Donc, s'il y a beaucoup d'entreprises zombies, alors aux États-Unis, les entreprises zombies, ça représente peut-être 10% des entreprises, donc c'est quand même important. Et donc ça tendance à freiner un peu le process de destruction créatrice. Mais à l'horizon de 5 ou 10 ans, si on débranche les mécanismes de soutien, et on va finir par les débrancher, bah, ces entreprises, elles finiront par disparaître. Et donc là, on sera dans un process de destruction créatrice pure. Donc le process de destruction créatrice, bien sûr, il existe. Il est même assez violent et il justifie le fait qu'on fasse monter considérablement en puissance nos dispositifs de formation professionnelle. Hein. La blague en cours chez les économistes en ce moment, alors c'est un peu outrancier, mais ça dit quand même quelque chose, c'est comment on transforme un steward en codeur. Voilà. Parce qu'il y a moins d'avions, mais il y a beaucoup plus de numérique. Donc, voilà, comment un steward, comment vous le faites changer de métier pour qu'il vienne codeur en algorithme. Donc, c'est un peu outrancier, mais c'est ça la problématique aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Et alors, ce que je propose, qu'on a dépassé un petit peu le cadre et un peu plus de 20 heures. Moi, je commence à avoir un peu faim. J'ai trop parlé. Non, pas du tout. C'était vraiment très bien. C'est vraiment, vraiment passionnant. C'est très bien de finir par la formation professionnelle parce que la chance, c'est vrai qu'on entend souvent à la télé en disant que c'est une génération un peu difficile. C'est vrai qu'on d'aller voir un petit peu les pesticides. Le 31 décembre, on ne pourra pas faire la fête. Ah, ça, c'est chiant. Mais néanmoins, effectivement, nos étudiants, on a la chance aussi que lorsqu'ils vont arriver sur le marché, ils vont être formés et récemment formés. Ça. Exactement. Et comme voilà, et c'est bien de finir par la formation professionnelle parce qu'on se rend compte que historiquement, quand on voulait travailler dans la banque, hein, on allait à l'école, on se mettait au premier rang, on avait des bonnes notes, on rentrait dans la banque et pendant 20-30 ans, on faisait à peu près le même métier où on évoluait et il n'y avait pas de formation, puis on faisait sa carrière et on prenait sa retraite. Bon, aujourd'hui, lorsqu'on sort de l'école, 4-5 ans après, on commence à être déjà un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'auto-former. Et donc, c'est vrai que ça a changé. Et pour ne pas faire des formations lourdes, il faut se former tout au long de sa vie. Et ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants, c'est aussi la curiosité, l'échange comme on le fait aujourd'hui, réfléchir. Et il faudra, d'une certaine manière, se former pour coller aux réalités. Mais la chance que vous avez aujourd'hui, les jeunes, c'est que lorsque vous allez, et ce qui va intéresser les entreprises pour vous embaucher, c'est que vous collez aux réalités parce que vous avez des formations actuelles et récentes et qui demandent des demandes de métiers excessivement précis et particuliers. Et donc, ça, c'est une chance. Ça, c'est une chance pour vous. Je voudrais finir parce que j'ai en privé beaucoup de questions parce que c'est vrai que le vaccin, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est aussi toute une polémique et il y a beaucoup de débats et beaucoup de choses sur la toile. Et les étudiants, on sait qu'ils vont sur YouTube, ils écoutent énormément de choses, des fois, des choses un peu différentes qu'on peut écouter au journal de 20 heures ou entre autres sur BFM. Et je pense légitime aussi qu'ils se posent cette question et ces craintes. Donc, il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si il y a finalement le vaccin ne fonctionne pas bien, il y a des répercussions importantes, qui va être responsable? Je dirais, bon, à la limite, la problématique n'est pas tant de savoir qui va être responsable. Ce qui est malheureux, c'est effectivement si jamais il y avait des problèmes avec ce vaccin. Je pense que l'idée, ce qu'essaie tout le monde, c'est qu'effectivement, qu'il n'y en ait pas, en tout cas, que toutes les mesures sanitaires soient prises. Et je pense que c'est ce qui est important. Après, malgré qu'on prenne toutes les mesures sanitaires, il peut y avoir effectivement des difficultés, des cas, on apprend, c'est des nouvelles maladies. Donc, à la limite, la responsabilité à qui il incombe est pas très importante parce que si ça ne marche pas, ça risque d'avoir des répercussions qui sont importantes. Et je pense que personne ne veut ces répercussions qui sont importantes. Et je redis, comme j'ai dit, l'avantage, c'est que on est dans un pays où le vaccin n'est pas obligatoire. Donc, on respecte aussi chacun
sa vision des choses et on ne recevait pas un petit papier, parce qu'on me pose beaucoup des questions aussi sur l'Asie, pourquoi on n'y a pas de deuxième reconfinement et autres. Et bon, vous avez vu comment les Chinois proposent des tests et aussi comme ils mettent nous, déjà en France, on a un peu du mal avec les lois liberticides, mais si on vous mettrait quelque chose à la chinoise, je pense qu'il y aurait une révolution. Et donc, ça serait pas évident. Donc, il faut aussi respecter la culture des pays. Et en France, on a la chance d'avoir une culture de liberté, d'expression, de réflexion, d'échange. Donc, ça, c'est un point qui me paraît rassurant. Je ne pense pas qu'on détienne la vérité sur tous les volets, personne. Néanmoins, on essaie de responsabiliser les gens et leur laisser une liberté. Et ça, c'est pour ça que beaucoup de gens, la France est un pays attractif, et puis l'Europe en règle générale, et on respecte cette liberté. Et je crois qu'on a respecté ce soir avec Nicolas et les échanges qu'il y a eu. Et j'ai beaucoup d'autres questions aussi sur le chômage, mais finalement, elles sont liées, entre autres aussi à l'inflation, à la reprise. Et pour finir, et pour un peu une note d'humour un petit peu, j'ai écouté, alors c'est pas un économiste, mais c'est un Français très connu internationalement. Hein, j'ai écouté David Guetta récemment, et alors en parlant de reprise, voilà, David Guetta a indiqué avoir son planning mondialement rempli pour les 6 mois qui viennent. Alors ce sont des options qu'on peut annuler en cas de crise sanitaire. Mais en tout cas, sachez quelqu'un, et c'est à prendre en compte, comme David Guetta croit à une reprise très très forte, et ça va dans le sens que disait Nicolas, c'est-à-dire que souvent il y a des effets de compensation, réellement, et que lorsqu'il y a eu des guerres, des événements difficiles, finalement il y a des compensations, et en tout cas, une statistique que les économistes ne prennent peut-être pas en compte, mais faut... David Guetta annonce… Ce que tu dis sur David Guetta est très intéressant, en fait. Exactement, et c'est un peu symbolique et pour faire un peu sourire et parler à nos étudiants, mais effectivement, c'est rempli d'espoir. Donc même le monde du spectacle qui est en difficulté croit à cette reprise, et l'économie, c'est aussi souvent de la confiance. En tout cas, la monnaie, c'est souvent aussi de la confiance, et toutes ces choses-là, et donc c'est important de la porter, mais sans être aveugle aussi des difficultés qui sont là. Nicolas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, je vous salue tous. J'espère qu'on aura l'occasion, peut-être un jour, dans un amphithéâtre, dans un cours, de pouvoir rallonger ce moment. Mais en tout cas, je pense qu'on a, grâce à toi, plein de choses à réfléchir pour 2021, qui est quasiment qui est demain. Et tu nous as ouvert beaucoup de portes de réflexion. Donc, mille merci pour ça. Et merci Nicolas, à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.